Smart Bourse vous est présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart. À la mi-journée 12h30, 13h et le soir la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. C'est une journée d'échéance mensuelle sur les marchés avec l'expiration du futur CAC pour le mois de juillet attendu tout à l'heure à 16h heure de Paris. Ce sera peut-être une échéance négative. On a 8 échéances positives derrière nous et c'est vrai que là pour l'instant le CAC 40 évolue sous les 6500 points, nettement sous la compensation de la dernière échéance qui se déroulait le 18 juin dernier puisque le futur CAC avait été compensé à 6583 points. On est plus d'une centaine de points en dessous avec un CAC 40 qui tourne autour de 6460 points à la mi-journée. Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct. Notez que la partie du marché qui respire aujourd'hui, c'est le luxe qui respire avec Hermès ou encore LVMH qui font figure de retardataires sur la séance du jour en tout cas et qui pèse un petit peu sur la tendance à Paris notamment. Comme chaque vendredi à la mi-journée, on parlera de vos finances personnelles et d'immobilier. On parlera de gestion privée tout d'abord avec les équipes de SG29 Haussmann et la nouvelle équation patrimoniale des clients privés qui connaissaient déjà la faiblesse des rendements depuis plusieurs années mais qui doivent désormais aborder un autre problème, la perspective d'une inflation peut-être un peu plus importante de manière transitoire ou durable. C'est tout le débat du moment. En tout cas, ça donne quand même des rendements réels toujours plus négatifs pour les clients investis. Et puis, crédit immobilier, on fera le bilan à mi-parcours de l'année 2021 avec Ludovic Usieux, le cofondateur d'Artemis Courtage, qui sera avec nous également en plateau pendant cette demi-heure. Et donc le secteur du luxe qui respire à Paris et qui pèse un petit peu sur l'indice CAC 40. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct. La bourse de Paris se stabilise à la mi-journée après une tentative de rebond en début de séance. 3 thématiques conditionnent toujours les marchés. La montée en puissance des infections au variant Delta, le rythme de reprise économique et le caractère transitoire ou non des tensions inflationnistes. Jérôme Powell a d'ailleurs répété hier devant le Sénat que la Fed continuerait d'apporter un soutien solide à l'économie dans sa phase de reprise. Il a aussi ajouté que la hausse actuelle de l'inflation ne devrait être que passagère. Janet Yellen, pour sa part, table sur plusieurs mois d'inflation rapide avant une accalmie. En Asie, la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire inchangée et relevé sa prévision de croissance pour 2022 après avoir abaissé son estimation pour 2021. S'agissant des statistiques, la zone euro a enregistré en mai 2021 un excédent de sa balance commerciale de 7,5 milliards d'euros contre 8,9 milliards d'euros en mai 2020. À noter que les 2 principaux rendez-vous macroéconomiques du jour concernent à nouveau les États-Unis avec à 14h30 les ventes au détail de juin et à 16h l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan en première estimation de juillet. Du côté des valeurs à présent, Richemont a publié vendredi aujourd'hui un chiffre d'affaires trimestriel d'environ 4 milliards d'euros en hausse de 129% sur un an à change constant et de 22% par rapport au trimestre correspondant de 2019, un bond qui aurait été le principal soutien du marché à l'ouverture. Eiffage va se porter candidat au rachat de la nouvelle entité de services multitechniques créée par Engie dans le cadre du processus d'enchères mis en place pour l'opération. Publicis acquiert la plateforme technologique Citrus Ad. Elle vise à améliorer les performances marketing des marques sur les sites de commerce en ligne. ADP fait état d'une augmentation de 7,4 millions du nombre de passagers dans ses aéroports en juin par rapport au même mois de 2020, un trafic qui ne représente toutefois que 32,3% de celui de juin 2019. Ericsson publie un bénéfice d'exploitation trimestriel ajusté inférieur aux estimations
du marché, conséquence de la baisse de ses ventes en Chine. Le groupe a parallèlement annoncé un contrat de 8,3 milliards de dollars avec l'opérateur américain Verizon. Rio Tinto voit au deuxième trimestre ses livraisons de minerais de fer chuter de 12% en raison des conditions météorologiques défavorables en Australie. Et puis Burberry fait état d'un début d'exercice qualifié d'excellent avec une hausse de 86% sur un an de son chiffre d'affaires de détail sur les 13 semaines au 26 juin. Alix Nguyen en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et on parle gestion privée pour entamer cette demi-heure de Smart Bourse du vendredi 12h30, 13h. Et c'est Valérie Nkake qui est à nos côtés en plateau, le directeur des investissements de SG29 Haussmann. Valérie, bonjour et bienvenue. Bonjour. SG29 Haussmann qui est la filiale de gestion d'actifs dédiée aux clients privés de la Société Générale, c'est ça Valérie ? C'est cela. Pour situer effectivement la société. J'ai appelé ça la nouvelle équation patrimoniale. C'est-à-dire que oui, les clients privés notamment, ont en tête, j'imagine, depuis quelque temps quand même la faiblesse des rendements. Absolument. Désormais, il y a le sujet de l'inflation qui vient se rajouter à la faiblesse des rendements, ce qui fait que les rendements réels, au moment où on se parle, sont toujours plus négatifs. Est-ce qu'ils ont conscience déjà, là, vos clients chez SG29, de ce sujet de l'inflation ? Est-ce que ça devient une préoccupation pour eux qui n'a pas été une préoccupation majeure au cours des dernières années, quand même, il faut le dire ? Effectivement, c'est une préoccupation qui, pour l'instant, reste très embryonnaire, parce que c'est relativement récent et qui n'ont pas encore tout à fait perçu un changement de tendance de fond, en fait, sachant qu'on vient, quasiment d'une période assez longue de déflation, en tout cas de désinflation, comme disent les économistes, et que par rapport à la structure de leur placement, le spectre inflationniste par rapport à l'impact négatif sur leur épargne, ils n'en ont pas encore tout à fait conscience. Mais ça pourrait venir assez rapidement, avec notamment toute l'actualité financière et de dérapage inflationniste, entre guillemets, qu'on constate, même s'il est de caractère transitoire, et ça on y reviendra, commence quand même à poindre le bout de son nez et à être effectivement dans le viseur en fait, des investisseurs privés. Alors, on part d'où en fait la situation actuelle, selon les statistiques INSEE, c'est le revenu disponible autour de 15%. En gros, aujourd'hui, on constate qu'on est à peine sur 5% en fait d'investissement financier et 10% c'est du logement. Donc on y reviendra probablement. Oui, on va parler immobilier. Donc, ce qui montre quand même qu'il y a un aspect assez fourmi dans le placement de l'épargne des Français et qui, même dans le stock actuel des placements financiers, se vérifie aussi. En gros, si sur les 5500 milliards en fait de placements financiers aujourd'hui, vous avez les 2 tiers qui sont en produits de taux. Ouais. Et dans ces produits de taux, vous avez quasiment un peu plus de la moitié en support, ou le fameux support sécurisé des assureurs. Et vous avez évidemment le reste, un bon gros tiers en fait qui représente les placements, j'allais dire, en fonds propres. Ouais. Et dans ces placements en fonds propres, vous avez à peine 5% en fait d'actions cotées, c'est-à-dire la bourse. Et le reste, c'est principalement des UC, toujours assurance vie, et du non coté et divers actifs. Donc vous voyez, on voit bien que la tendance quand même de fond qui a probablement été encouragée par cette baisse de taux, donnait quand même un certain confort déjà au caractère assez conservateur et prudent des Français, globalement, qui, à mon sens, ne devrait pas bouger avant quelques temps. Il y a toujours une petite inertie, le temps de confirmer. Et on le voit aussi dans les périodes de turbulence de marché, ça a plutôt tendance à accélérer, en fait, les placements dits assez prudents, conservateurs de tout. Enfin, les livrets A, l'épargne on n'en sort pas. Réglementaire. Donc, pour l'instant, on n'en sort pas. Mais la question se posera assez vite. Parce que là, la perte de pouvoir d'achat sera assez nette. Elle peut être très rapide et très visible. Beaucoup plus que ce qu'on a vu, la manière dont ça s'est passé ces dernières années, qui était un processus lent et presque indolore d'une certaine manière. Tout à fait. Comment le client privé peut réagir ? Quelle
peuvent être les comportements d'un client justement face à ce risque de résurgence de l'inflation. Encore une fois, qu'on n'a pas vécu. Enfin, il y a peut-être toute une génération qui n'a jamais connu l'inflation. Alors, des clients peut-être un peu plus expérimentés, on va dire, ont peut-être encore des réminiscences de ce que c'était qu'une période inflationniste. Mais qu'est-ce que ça peut susciter comme comportement chez vos clients, Valérie ? Écoutez, les réactions à ce stade restent malgré tout assez prudentes. Ouais. C'est-à-dire que je ne suis pas persuadé qu'ils aient envie de revenir sur des placements plus risqués au sens boursier du terme, s'entendant. Ils devront rester principalement sur des actifs, on va dire, décotés, et immobiliers par essence. Ça devrait rester, l'équation ne devrait pas fondamentalement s'inverser, sauf à ce qu'il y ait évidemment une crise sur ce secteur-là. Mais comme on voit quand même que toutes ces périodes de crise ont quand même été bien gérés par le secteur immobilier. Je pense que c'est un secteur qui gardera toujours en fait la faveur en fait de l'épargnant français. Pour le reste, je pense qu'il y a une culture financière qui sera à créer, à renouveler auprès des épargnants purement en placement financier. L'environnement de taux bas, même si l'inflation repart aujourd'hui, mais bon, tout le débat actuel est en cours. C'est qu'on voit bien la réaction des taux à cette inflation qui est considérée comme transitoire, mais de façon de tendance à long terme. Et vous voyez sur les projections des taux à long terme, les break-even d'inflation sont plutôt en train de plafonner. Donc, on n'est pas loin d'un cycle, sur une longueur de cycle, même si on a probablement quelques mois sur un plateau élevé d'inflation, mais la tendance à long terme ne milite pas forcément pour une inflation disruptive. Et à partir de ce moment-là, des taux qui devraient rester à des niveaux absolus bas devraient quand même favoriser un changement de comportement dans les placements financiers et notamment une meilleure diversification parce que la partie obligataire ne joue plus son rôle effectivement de diversification. Il faut que les taux remontent de façon assez significative pour qu'elles puissent jouer son rôle en fait de diversification au placement action. Donc il va falloir innover. Oui, bien sûr. Alors il y a le scénario un peu alternatif effectivement où le régime d'inflation changerait durablement et là on aurait quand même une remontée, une correction du marché obligataire encore plus profonde et une remontée des taux longs qui, à un moment, jouerait un rôle attractif à nouveau. C'est ça qu'il faut comprendre, Valérie. Ça, c'est le scénario un peu minoritaire pour l'instant. Ça, c'est le scénario, effectivement, qui n'est pas le central à l'heure actuelle. L'autre scénario, c'est celui de la perspective de taux qui vont rester bas pour durablement. Très longtemps. Même s'il y a une petite remontée qui a déjà été constatée, mais cette remontée n'est pas de nature à effrayer les bourses, d'une façon générale, et les épargnants dans leur tendance à être conservateurs dans leur placement. En revanche, pour ceux qui s'intéressent effectivement au placement financier pur, en l'absence effectivement d'alternatives crédibles côté bonds, côté obligataire, bon, il me semble qu'il y aura probablement dans la durée, vraisemblablement un changement de comportement sur la diversification des actifs. Étant entendu que même le support euro aussi, il y aura une perte en capital. Si les projections d'inflation, ne serait-ce que celles qu'on évoque en zone euro, 1,5 suivi de 1 en tendance structurelle, contre 1,3 qui est le rendement 2020 donné par la Fédération des assureurs et qui devrait continuer à baisser. Donc là aussi, on voit bien que l'équation se posera sur quel placement alternatif. Donc, à mon sens, il faudra certainement que ces placements dits de diversification soient probablement, certainement, à équilibrer, à trouver un équilibre entre plusieurs sources, en fait, de classes d'actifs dont le comportement, en fait, s'équilibre dans la durée. Et ça veut dire à mon avis, c'est ça la vision et le changement structurel en fait dans la location patrimoniale d'un client. Et donc votre travail en tant que directeur des investissements, alors évidemment c'est de faire fructifier les investissements, mais c'est déjà justement de repondérer un peu structurellement ces actifs de diversification, Exactement. Comme vous les appelez, qu'on peut incarner de quelle manière? C'est quoi? C'est la bourse, c'est le non-coté, et même dans la bourse, vous avez plusieurs sous-catégories d'actifs qui doivent adapter à la conjoncture. Là, on est plutôt sur une reprise de nature cyclique. Donc, évidemment, il va falloir repondérer les thématiques dites cycliques dans les allocations de portefeuille. Mais vous avez, par exemple, aussi, de façon assez conjoncturelle,
les actions immobilières, de la cotation immobilière, là aussi qui ont souffert énormément, et on y reviendra effectivement de la période de confinement, qui là aussi sont en phase de rattrapage et qui offrent probablement aussi, et certainement encore, malgré le rattrapage déjà engagé, un rendement de dividende qui reste attractif versus les obligations ou d'autres rendements. Et il y a alors aussi qui joue, malgré aussi son aspect aussi qui a repris, notamment depuis quelques années, joue aussi à sa place comme actif de décorrélation et qui stabilise un petit peu en tout cas l'équation d'allocation patrimoniale dans un environnement qui peut être versatile et volatile en fonction effectivement des nouvelles macroéconomiques. Donc la somme de tous ces agrégats fait qu'effectivement ça devrait donner quelque chose de plus solide et plus robuste, même si à l'intérieur de cette composition les variations peuvent être diverses. Ouais. Donc il faut accepter plus de volatilité, absolument, peut-être dans son portefeuille sur la partie financière. Est-ce qu'un équilibre tel que vous le présentez, Valérie, ça permet aux clients privés d'avoir la perspective d'un rendement moyen de son épargne à peu près identique à ce qu'il a pu avoir ces dernières années? Alors l'idée, effectivement, c'est de préserver son capital. Alors ça, c'est la première des choses que en gros, les épargnants recherchent, au-delà de la plus-value, effectivement, en fonction des profils de risque. Mais ce qu'on peut dire globalement, c'est que, compte tenu de la structure actuelle des placements financiers qui est très défensif et de nature prudente, c'est a priori ce que les clients recherchent en priorité. Je vais vous prendre un exemple, une situation tout à fait concrète. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui sont en support euro, l'assurance vie, et qui ne s'y retrouvent plus. Et donc, ils cherchent en alternative à ce placement de support euro. Donc l'idée étant de faire mieux que le support euro, bien entendu, dans un rendement qui baisse, mais sans prendre un risque démesuré. Ouais. Et là, effectivement, cette équation-là, elle est résolue par une meilleure diversification entre plusieurs sources de rendement et de classes d'actifs. Et évidemment, ça passe par une prise de risque minimale. Et ça, c'est cette culture un peu qui avait été abandonnée, ou en tout cas pas bien analysée dans le contexte de baisse de taux qu'on est en train de voir et d'inflation à venir, c'est en train effectivement de commencer un peu à pointer le bout du nez. Ça y est, la mentalité du client est en train d'évoluer. Face à ces perspectives et de on a tout un travail effectivement de pédagogie parce que c'est pas acquis d'un point de vue culturel en France en général, contrairement aux anglo-saxons qui ont une part beaucoup plus importante en actifs dits boursiers. Merci beaucoup Valérie d'être venue nous parler de cette équation patrimoniale qui se complique encore un peu plus effectivement pour vos clients, les clients privés de SG29. Haussmann, Valérie Nkake, le directeur des investissements de SG29 qui est avec nous en plateau dans Smart Bourse à la mi-journée. Et bien sûr, l'immobilier, évidemment, toujours en bonne place quand on parle de finances personnelles et de patrimoine même en France. Ludovic Usieux est avec nous en plateau, je le disais, cofondateur d'Artémis Courtage. Bonjour et bienvenue Ludovic. Bonjour Grégoire. Bon, l'idée, c'était de faire un petit bilan à mi-année sur le rythme d'activité du secteur à travers la production et la distribution de crédit, évidemment, du secteur immobilier. Je me souviens, on s'était vu en début d'année avec une vision un peu prospective et vous disiez, Ludovic, donc le Haut Conseil pour la stabilité financière venait d'assouplir le durcissement de sa réglementation, enfin je ne sais pas comment ils font le présenter, bref, on avait quand même une forme de stabilisation de l'encadrement prôné, recommandé par le Haut Conseil, et vous disiez, c'est bien parce que ça va permettre quand même de distribuer du crédit, ce ne sera pas pour autant la foire au crédit cette année. Est-ce que vous confirmez effectivement ce que vous nous disiez en début d'année, là, à mi-parcours de l'année, Ludovic ? C'est un début d'année qui est dynamique quand même, on s'aperçoit qu'on a retrouvé un rythme qui est quasi comparable avec 2019. Sur une année glissante, c'est même un record de nombre de transactions, selon les chiffres des notaires, 1 130 000 transactions sur une année glissante de mai 2020 à mai 2021. Alors, il y a évidemment un effet de report, un effet bouchon de champagne, puisque le marché s'était complètement arrêté en mars, avril, mai 2020. Donc un phénomène de report, mais un marché quand même très dynamique avec le passage à l'acte de ce qu'on avait décelé en fin d'année 2020, d'intention d'achat un peu reportée sur des villes moyennes, sur la deuxième, troisième couronne pour la banlieue parisienne,
Ces choses-là, on détectait dans les calculs d'enveloppe, dans les cotations, dans les premiers contacts qu'on avait avec nos prospects, on détectait effectivement qu'il y avait l'intention de le faire. Il n'y avait pas vraiment de concrétisation dans les chiffres. Aujourd'hui, c'est le cas. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de reports et d'éloignements, mais dans des zones... Des métropoles, ouais, c'est ça. Oui, des métropoles, vers des villes attractives, de plus petite taille, qui sont à distance raisonnable de Paris, de Lyon, de Marseille, et qui profitent un petit peu de cet effet télétravail, de cet effet déconfinement, de cette volonté de se mettre un peu au vert, d'avoir un jardin, une terrasse, un balcon. On le voit concrètement aujourd'hui, même dans l'augmentation du financement du nombre de maisons. Quand on tire nos indicateurs d'activité, c'est en hausse. Dans notre réseau Artémis Courtage, c'est en hausse de quasiment 30% de financement de maisons par rapport à ce qui est resté très majoritaire, c'est-à-dire de financer des appartements. Et ben justement, dans le réseau Artémis, là, c'est quoi les points un peu chauds, les hotspots, là où il y a un surcroît d'activité lié justement à ces questions de mobilité, Ludovic ? Pas mal de dynamisme et d'attractivité sur l'arc atlantique, donc région Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, où ça marche vraiment fort. C'est-à-dire qu'on a dans tout le réseau quasiment retrouvé un volume comparable à 2019, qui avait été une année très solide, et même très très bonne. On a retrouvé quasiment des indicateurs comparables. Mais on est en hausse sur quelques régions, dont la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Ça marche, je vous dis, ça marche assez fort sur ces régions-là, parce que Rennes est à 1h30, parce que TGV Bordeaux, etc., etc. Et pour toutes ces raisons, on est même en forte hausse par rapport à 2019 sur ces régions. Est-ce que, je sais pas, enfin c'est la question, la réponse est peut-être impossible, hein. Est-ce que vous arrivez à savoir si le réservoir des gens qui veulent quitter les métropoles, s'éloigner des métropoles, est-ce que ce réservoir est déjà bien consommé, voire épuisé, ou est-ce qu'il y a un mouvement, je sais pas, un flux durable d'exode là qui se met en place, Ludovic ? Effectivement, c'est une question un peu difficile à répondre. C'est un phénomène quand même assez récent, donc on peut imaginer qu'on est plutôt au début du phénomène, si on peut parler de phénomène. En tout cas, on s'aperçoit effectivement qu'il y a pas mal de villes moyennes qui sont en augmentation assez nette, prix au mètre carré, des villes qui sont à 1 heure de Paris et qui finalement ne sont pas plus éloignées qu'un mauvais trajet en RER. Donc des villes comme Tours, Amiens, Reims, Rouen... sont vraiment sur le haut du pavé aujourd'hui, et les prix grimpent à une vitesse qui est quand même qui est inhabituelle pour ce type de... C'est en général des villes d'investissement locatif où les rendements sont plutôt bons, mais les perspectives de plus-value quasi inexistantes. Aujourd'hui, on est un peu dans cette période où on peut à la fois louer à bon rendement et imaginer faire une plus-value sur ce type d'investissement. Sur la production de crédit, alors on le disait, les recommandations du Haut Conseil pour la stabilité financière donc, deviennent cet été une norme juridiquement contraignante, c'est ça, Ludovic ? Je parle sous votre contrôle. Est-ce que ça change quelque chose ? Au moment où on se parle, pas grand-chose. On est sous recommandation depuis décembre 2019, donc on a un petit peu de recul maintenant et on en parle assez souvent. Il y avait une première année qui avait été une année aussi d'observation, d'analyse. Le Haut Conseil avait assoupli le taux de charge en recevant les messages des banquiers et des courtiers et en passant la possibilité de taux de charge de 33% de ces charges sur les revenus à 35%. Ce sont des recommandations qui sont vite devenues quand même un peu normatives et qui vont devenir juridiquement contraignants à l'été, avec possibilité de sanctions. Le HCSF se laisse l'été pour faire un bilan de cette année et demie de recommandations et donner éventuellement un arsenal de sanctions. Pour le moment, pas grand-chose à signaler de ce côté-là. Les banques sont dans le rang, les courtiers aussi. On sait qu'il faut préparer avec le plus de rigueur et le plus de sérieux possible le calcul de sa capacité d'emprunt, et que si c'est 250 000, c'est 250 000 et pas 300 000. Ça posait pas de problème en 2016, 2017, 2018. Aujourd'hui, si vous dépassez votre capacité d'emprunt de 10%, ça passe plus. Donc il y a un travail un peu de pédagogie aussi, d'éducation de nos prospects qui se fait plutôt bien. Et
Et pour le coup, on a un taux de refus qui avait fortement augmenté en 2020, on l'avait dit à plusieurs reprises, qui est en train de... On est dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore retrouvé dans notre réseau et dans des réseaux de confrères avec qui j'en discute, on n'a pas retrouvé la faiblesse de nos taux de refus de l'année 2019, mais on est bien plus bas que ce qu'on avait connu en 2020. Donc, et ça, c'est le signe que les dossiers sont mieux préparés, les dossiers sont moins agressifs, le client est moins agressif dans sa... Moins agressif, il n'entend pas d'une oreille distraite, Ouais. on le prépare, on lui dit que c'est 300 et c'est 300, ou c'est 250 et c'est 250, et ça revient effectivement avec un financement. Si tout ça est préparé, il n'y a pas de... vous voyez bien, le nombre de transactions est quasi record, ça veut dire qu'il y a une distribution de crédit qui suit, et on sera sur une année 2021 probablement un peu plus faible en production de crédit, parce que le début de l'année 2020 avait été quand même assez fantastique, poussé par un dernier trimestre 2019 qui était quasi record. Mais en tout cas, ça reste effectivement une valeur refuge, l'immobilier, qui fonctionne à plein régime, avec des nouvelles règles auxquelles tout le monde s'adapte. Et puis il y a un peu de flexibilité dans ce taux de 35%. Il y a 20% de la production crédit en volume qui peut dépasser cet engagement de 35% et qui la plupart du temps bénéficie quand même aux primo-accédants, ce qui me paraît être assez sain. Effectivement, quand on avait fait le point sur ces recommandations, c'est plutôt des recommandations qui vont dans le sens d'améliorer l'accès au marché des primo-accédants. C'est ça, c'est dans cette direction. Les banques, vous dites, sont plutôt en ligne avec leurs objectifs. Là, je sais pas, je lisais dans quelques papiers que l'été, qui est une période traditionnellement calme, c'est pas la meilleure période pour contacter son banquier. Mais d'ailleurs, je sais pas, est-ce que c'est une bonne période pour aller négocier un crédit, renégocier un crédit IMO? Visiblement, là, ils sont encore un peu sur le pont, de ce que je comprends, en lisant les... Tout le monde est sur le pont et on est vraiment pas en vacances. Là, on va attendre une grosse quinzaine de jours et peut-être même un peu plus. Les vacances commencent plus tard cette année, j'ai l'impression, mais de manière assez globale. Il y a une saisonnalité dans notre marché. La grosse période, c'est mars, juillet, et puis après octobre à décembre. Là, il y a pas mal de dossiers effectivement dans les tuyaux. Il y a eu un phénomène aussi un peu de bouchon. Il y a eu une grosse activité il y a 2-3 mois, et ça se ressent maintenant avec quelques longueurs et quelques lenteurs dans les back-office, des délais d'analyse qui sont un peu plus longs. Donc il y a un stock de dossiers sur les bureaux et dans les ordinateurs de nos partenaires bancaires qui ne se dément pas et qui ne se tarit pas pour le moment. Mais on arrive à gérer en dépassant ou en arrondissant un petit peu les délais de conditions suspensives ou en prolongeant les promesses de vente. On arrive à s'en sortir sans trop transpirer. C'est plutôt des bons problèmes. Ah bah non, mais c'est sûr, oui. Mais à partir au mois d'août, c'est effectivement en général un peu plus calme, et on a affaire à des investisseurs ou à des clients ou des prospects qui sont particulièrement motivés. À partir de, on va dire que la deuxième quinzaine d'août est traditionnellement beaucoup plus calme, et ça reprend à la mi-septembre, une fois que tout le monde est rentré et que tout le monde a payé ses impôts. Bon. Et vous disiez, Ludovic, qu'effectivement 2021 sera une très très bonne année, peut-être un peu en dessous de 2020, qui effectivement, vous l'avez expliqué, entre le quatrième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020 était finalement une année assez exceptionnelle. C'est pas un plus haut historique, mais on a dépassé 200 milliards de volume de crédit distribué, donc c'était une année très solide, grosse année. On sera probablement un peu en retrait, alors on est qu'à mi-année, donc c'est un peu la divination, mais on sera probablement un petit peu en retrait, mais sur des niveaux qui sont quand même très solides. Merci beaucoup, Ludovic, d'être venu nous apporter votre éclairage et l'ambiance du moment sur le marché immobilier à travers la distribution, la production de crédit immobilier. Ludovic Usieux, qui était à nos côtés en plateau dans Smart Bourse à la mi-journée, cofondateur d'Artémis Courtage. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur, la gestion des plus fortunés, enfin pour tous.